Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.3 où est-ce qu'on va parler de vitesse instantanée. La vitesse instantanée, c'est un nouveau type de vitesse qu'on va ajouter aux deux types de vitesse qu'on connaît déjà. Donc l'objectif de la section ici, c'est de définir justement c'est quoi la vitesse instantanée et on va le faire à partir de la vitesse moyenne qu'on connaît déjà. Ensuite, on voudra calculer des vitesses grâce à un graphique de position en fonction du temps. Puis après, on voudra faire l'inverse, c'est-à-dire calculer des positions avec un graphique de vitesse en fonction du temps. Alors, commençons avec un petit retour sur notre vitesse moyenne. Ça donne de l'information, la vitesse moyenne, mais c'est limité. Dans le sens que, on l'explique ici, là, la vitesse moyenne tient compte de la position à deux instants, l'instant initial et l'instant final. Mais il ne tient pas compte de ce qui se passe entre les deux instants. Autrement dit, on obtient une vitesse moyenne, mais on n'a aucune information sur ce qui se passe entre les deux instants. Okay? Puis c'est ça son problème, un peu, à la vitesse moyenne. Voici un exemple. Une voiture roule à 50 km/h pendant une heure. Ensuite, elle roule à 150 km/h dans le même sens durant une heure. Donc, le déplacement total, c'est 200 km. Comment j'ai fait? Je sais que si elle s'est déplacée à 50 km/h pendant une heure, ça veut dire qu'ici, elle s'est déplacée de 50 km. Puis ensuite, elle roule à 150 km/h pendant une heure. Donc, ça veut dire que pendant une heure, elle se sera déplacée de 150. 50 plus 150, ça donne un déplacement total de 200 km. Donc, l'intervalle de temps total, 2 heures. 1 heure plus 1 heure. Et donc, ensuite, la vitesse moyenne, pour l'auto, j'ai juste besoin d'utiliser ces deux valeurs-là. Donc, déplacement divisé par l'intervalle de temps, comme on a vu, ça nous donne une vitesse moyenne de 100 km/h. Mais pourtant, la voiture ne s'est jamais déplacée à la vitesse de 100 km/h. Donc, c'est un peu ça, le problème de la vitesse moyenne. On obtient une vitesse moyenne, mais ça ne donne aucune information sur ce qui s'est passé à chaque instant pendant le déplacement de la voiture. Donc ça, je vais vous le montrer avec un petit jeu vidéo ici. Ça s'appelle BeamNG. Je dis jeu vidéo, mais en fait, c'est surtout un simulateur de physique. Okay? Le but de ce jeu-là, c'est vraiment juste de tester la physique. Et donc, je vais l'utiliser parce que on donne un cours de physique, justement. Et je vais l'utiliser pour vous montrer justement la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. OK? Il y a plusieurs informations importantes à regarder sur cette vidéo-là. Évidemment, là, on est sur pause. La voiture va se mettre à avancer. Et au fur et à mesure que la voiture avance, on va pouvoir regarder deux informations. Première information, la distance totale parcourue par la voiture. Donc ça, c'est essentiellement son déplacement qu'on va voir évoluer en temps réel. Autre chose, on a le bon vieux speedomètre de la voiture, donc on peut savoir à chaque instant quelle est la vitesse de la voiture. Donc je le regarde une première fois, puis ensuite je vais commenter. OK? On fait jouer ça. OK, ça s'arrête ici. Donc, vous avez vu certainement le mouvement de la voiture qui n'était pas régulier. Hein? J'ai fait un peu n'importe quoi. Au début, j'ai accéléré, ensuite j'ai freiné, ensuite j'ai accéléré un petit peu, puis je me suis arrêté. Bon, on peut voir la distance totale. On peut aussi voir sur ma vidéo que ça m'a pris 11 secondes, là, disons, c'est pas très précis, donc on a une incertitude de plus ou moins 2 secondes, mettons. Là. Donc, on a la distance totale parcourue, puis on a le temps. Donc, si on voulait, on pourrait prendre le 47 mètres divisé par notre nombre de secondes et voilà, on obtiendrait la vitesse moyenne. Mais vous avez bien vu que pendant que ma voiture se déplaçait, elle s'est jamais déplacée à une vitesse constante. Hein? Regardez, là, on fait n'importe quoi, on avance, on arrête, on accélère, on freine. Donc, ma vitesse n'a sans cesse changé. La vitesse moyenne s'obtient simplement à partir de ce chiffre-là et la durée que je peux chronométrer là, avec ma vidéo. OK? Donc ça, c'est la vitesse moyenne. C'est un peu limité. Maintenant, si je regarde la vitesse instantanée, la vitesse instantanée, le mot le dit, c'est la vitesse à un instant très précis. Donc la vitesse instantanée, c'est comme si je prenais une photo. Je vais arrêter ma vidéo, puis ça va comme être une photo. Regardez bien, je fais ça. Ici, hop, voilà. J'ai pris une photo. Puis là, ça, là, le 22 km/h qu'on voit ici, ça, c'est la vitesse instantanée. C'est la vitesse de l'objet pendant un bref instant. Puis cette vitesse instantanée-là,
elle peut changer à chaque seconde. Hein? Si je laisse aller le vidéo, puis je le repose, ici, on est rendu à 35. Donc ça, c'est une nouvelle vitesse instantanée. Je peux continuer, hop, 59, une autre vitesse instantanée. Et ainsi de suite. Donc, voyez la différence entre les deux, là. La vitesse instantanée, c'est une information beaucoup plus précise. C'est sur un intervalle de temps très, très, très court. Okay? Donc, c'est la différence entre les deux. Les deux vitesses ne nous donnent pas exactement la même information, mais je pense qu'avec cette vidéo-là, vous pouvez bien voir la différence entre la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Je vous montre un autre exemple de vidéo un peu dans le même genre. Là, ce que j'ai fait ici, je vais vous montrer. OK, la vidéo, finalement, elle commence à partir d'ici, à peu près. Là. OK? Donc là, ce qu'on voit, c'est une voiture qui se déplace, mais là, je me suis arrangé pour aller toujours à la même vitesse. Donc, vous voyez, ma vitesse est constante. La voiture se déplace toujours à 30 km/h. Ça, c'est le seul cas où est-ce qu'on pourra dire que la vitesse moyenne est égale à la vitesse instantanée. Pourquoi? Parce que ma vitesse ne change jamais. Hein? Si je prends ma vitesse ici, ça c'est une vitesse instantanée. OK, je le repars, je l'arrête. Voici une autre vitesse instantanée. Voici maintenant une autre vitesse instantanée. Voyez-vous? Donc, la vitesse instantanée ne change jamais. Quand la vitesse instantanée ne change jamais, ça revient à dire que la vitesse moyenne de la voiture va toujours être, elle aussi, de 30 km/h. Donc, c'est le seul cas, ça c'est bien important de le comprendre, là, c'est le seul cas où est-ce que la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne. C'est quand un objet se déplace à vitesse constante. OK? Bon, maintenant qu'on connaît un peu la différence entre les deux, voyons voir comment on fait pour déterminer les vitesses à l'aide d'un graphique. OK? Donc, je vous rappelle ici la façon qu'on a de calculer la vitesse moyenne. Hein? C'est position finale moins initiale divisé par l'intervalle de temps. Le temps final moins temps initial. Bon. Si jamais j'ai un graphique de position en fonction du temps, ça va nous prendre 2 points sur la courbe pour déterminer la vitesse moyenne. Okay? Donc là, je vous présente un graphique de position en fonction du temps, mais avec une position un peu là, aléatoire. Hein? Vous voyez, ma position augmente, ensuite elle diminue, puis ensuite elle augmente. Ça, c'est une position en fonction du temps. Ça, c'est pas exactement ça, mais ça pourrait être comme la première vidéo de l'auto que je vous ai présentée. Hein? C'est un auto qui accélère, va à une certaine vitesse, s'arrête. Dans ce cas-ci, la voiture pourrait reculer, puis ensuite, elle se met à avancer. OK? C'est une voiture qui fait un peu n'importe quoi. Puis là, on obtiendrait ce graphique-là de position en fonction du temps. Vous voyez, j'ai tracé 2 points, là, ici et ici. Donc ça, c'est les 2 points que j'ai décidé d'utiliser pour déterminer ma vitesse moyenne. Mais là, il faut faire attention, parce que les 2 points que je choisis vont avoir une influence sur la vitesse moyenne de l'auto. OK? Parce que si j'utilise ces 2 points-là, chacun de ces 2 points-là correspond à des temps et à des positions précises. Par exemple, le premier point, vous voyez, le premier point est vis-à-vis le temps initial. C'est à ce temps-là que je pars le chronomètre. Puis, on est rendu à une position X initiale. Pourquoi j'appelle ces 2 valeurs-là mon point initial? C'est parce que c'est mon premier point. Hein, je commence à chronométrer à partir d'ici. Puis là, ce que je veux faire, c'est venir voir c'est quoi la vitesse moyenne à partir d'ici jusqu'à mon autre point qui est là. Ce deuxième point-là, lui aussi, il correspond à une valeur de temps et à une valeur de position. Donc ça, c'est position finale, temps final. Donc là, vous voyez que si je veux calculer ma vitesse moyenne, je devrais faire position finale moins position initiale divisé par temps final moins temps initial. OK? Et donc, là, ce que je vous montre ici, c'est l'intervalle. Le delta x, là, c'est le déplacement. Donc, la différence de x moins x0, c'est cette grandeur-là verticale. Et la différence entre le temps final et le temps initial, c'est cette grandeur-là horizontale. OK? Donc là, on fait ce delta x-là divisé par ce delta t-là et boum, ça va me redonner ma vitesse moyenne qui est ici. OK? C'est comme ça qu'on fait. Évidemment, les 2 points qui sont là, c'est un exemple. J'aurais pu choisir 2 autres points différents sur mon graphique, puis ça m'aurait donné une autre vitesse moyenne. Donc, une vitesse moyenne, c'est toujours d'un instant précis à un autre instant.
Et ça va avoir une influence, là, bien sûr, sur la valeur qu'on va calculer. Donc, quand on vous pose des questions sur une vitesse moyenne, ben, souvent, la vitesse moyenne va être posée. On va vous dire de quel instant à quel instant on veut que vous trouviez la vitesse moyenne. OK? Ensuite, vitesse instantanée, elle est notée Vx. Voyez-vous la différence subtile entre la vitesse instantanée et la vitesse moyenne? La vitesse moyenne, il y a une barre par-dessus le V. La barre veut dire moyen. Donc, si j'enlève la barre, ben, on parle de vitesse instantanée. Okay? Correspond à la vitesse d'un objet pendant un seul instant. Donc, ça, c'est, rappelons-nous ma vidéo d'auto tantôt, là, quand je mettais ma vidéo sur pause, ça me donnait une vitesse instantanée. Sur un graphique, non, pardon, ça, c'est pas sur un graphique encore. Comment on fait pour obtenir la vitesse instantanée à partir de la vitesse moyenne? On dit ici, on peut obtenir la vitesse instantanée à partir de vitesse moyenne en diminuant l'intervalle de temps entre les deux instants. On dit alors qu'on fait tendre l'intervalle de temps vers 0. OK. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu en calcul différentiel, mais si ce n'est pas encore fait, vous allez le voir très rapidement. OK? Donc, on vient de comprendre que ma vitesse moyenne, ça me prend 2 points avec un intervalle de temps. Pour avoir une vitesse instantanée, il faut que je réduise l'intervalle de temps delta t ici le plus possible. Donc, c'est comme si on va rapprocher t0 et t le plus possible. On va tellement les rapprocher qu'on va dire que delta t est presque égal à 0. Et la façon mathématiquement d'écrire ça, c'est à l'aide d'une limite. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais ça va venir en calcul différentiel. Donc, vous voyez ici, je vous explique comment on lit cette affaire-là. Là. Vitesse instantanée, c'est égal à la limite lorsque l'intervalle de temps tend vers 0. C'est ça que ça veut dire. Okay. Donc, je prends, vous voyez là, ça, là, delta x sur delta t, c'est exactement ma définition de vitesse moyenne. Sauf que je prends un delta t très petit, le plus possible, proche de 0. Quand on fait ça, mon opérateur delta, que je vois ici, différence de x divisé par différence de t, change. Mon opérateur change, ça devient dérivé de x par rapport au temps. OK? Donc ça, aussi, les dérivés, vous ne l'avez pas vu encore, mais ça va venir. OK? Pour le moment, sachez juste que d'où est-ce que ça vient, là, la vitesse instantanée, mais vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas dériver si vous ne l'avez pas vu en calcul différentiel encore. OK? Bon. Donc ça, c'est pour l'énoncé mathématique. Maintenant, si on va voir du côté graphique, hein, voici un autre exemple. Disons, j'ai choisi mes 2 points qui sont là. Ces 2 points-là me donnent un delta t horizontal, puis un petit delta t vertical. Okay? Et donc, pour avoir une vitesse instantanée, je veux que ces 2 points-là se rapprochent pour avoir un delta t le plus petit possible. Donc, vous voyez, là, ce qu'on va faire, vous voyez, on a rapproché les 2 points noirs. Donc, ça fait que j'ai un plus petit delta t. Et quand on fait ça, voyez-vous, là, la ligne qui relie le premier point au deuxième point, plus on relie plus les 2 points sont proches les uns des autres, plus ces 2 points-là vont avoir une ligne qui les relie, qui est parallèle au pointillé qui est là. C'est quoi le pointillé qui est là? C'est la droite tangente du point rouge. Okay? Et donc, je vais y revenir. Là, je passe vite, mais je vais y revenir. Donc, autrement dit, plus le delta t est petit, plus la vitesse qu'on va calculer, vitesse moyenne entre les 2 points noirs, va s'approcher d'une vitesse à un seul instant, la vitesse au point rouge. OK? Donc, la vitesse instantanée sur un graphique, comment on fait? Je vous l'ai résumé ici en 3 petites étapes. Ça nous prend un point sur la courbe, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'une vitesse instantanée, c'est à un instant. Donc, j'ai plus besoin de 2 points. J'ai besoin d'1 point. Donc, on choisit un point sur la courbe. Ensuite, on trace la droite tangente de ce point. C'est quoi la droite tangente? C'est une droite qui touche à un seul point à la courbe. Et à ce point-là, il faut que la droite soit parallèle à la variation de la courbe à ce point-là. Vous allez voir, je vous montre un exemple dans un instant. Et puis finalement, on calcule le taux de variation à cette tangente-là. Donc ça ressemble à ça ici. Okay? Donc vous voyez, graphique de position en fonction du temps. Ma courbe est là.
On choisit un point. On a choisi le point qui est là. Avec ce point-là, on trace une droite tangente, qu'on voit ici en mauve, qui est une droite qui touche seulement à ce point-là, le point qu'on a choisi. Puis vous voyez que cette droite mauve-là, là, elle est parallèle à la courbe, mais seulement là, vis-à-vis là où est le point. Okay? Donc ça, c'est ma droite tangente que j'ai dessinée. Ensuite, pour calculer la vitesse instantanée, je devrais calculer le taux de variation de ma droite en mauve. Okay? Puis ça, des taux de variation, vous en avez fait certainement au secondaire, mais on va le répéter comme si on n'avait jamais fait. Okay? Donc allons-y tout de suite avec un exemple. On lance la planche à roulettes vers le haut de la piste. On observe que la planche ralentit en montant, puis redescend en allant de plus en plus vite. En plaçant une règle graduée à côté de la piste et en filmant le mouvement, on obtient le graphique X de T suivant, ici. Okay? Donc là, je vous résume rapidement. Là. On a une table inclinée, puis on a une planche à roulettes. La planche à roulettes commence à la position 1.8, selon la règle qui est là, puis on lui donne une vitesse vers le haut. Donc là, ma planche à roulettes va monter en ralentissant, parce qu'elle est en train de monter, hein? Donc elle ralentit. Au point B, elle va s'arrêter, puis ensuite, elle va recommencer à descendre, parce que la gravité fait son œuvre, donc la planche à roulettes va commencer à aller de plus en plus vite en redescendant la pente. Et là, on nous dit, OK, le mouvement de la planche à roulettes, ça me donne ceci. Graphique de X en fonction de temps, c'est la courbe en noir qu'on a ici. C'est une parabole en noir. Okay? Et le but de l'exercice, c'est d'obtenir le graphique de la vitesse instantanée en fonction du temps à l'aide de ce graphique-là ici. Okay? Donc, comment on peut faire ça? Comme je vous ai mentionné, faut qu'on obtienne des vitesses instantanées. Comment on obtient des vitesses instantanées? Avec ça ici. On choisit un point sur la courbe, on trace la droite tangente de ce point et on calcule le taux de variation de la droite tangente. OK? Donc, on va le faire avec 2 points ici. Vous voyez? On a mis plusieurs points là, sur la courbe, le point A, le point B, le point C, le point D. Mais je n'ai pas besoin de le faire pour tous ces points-là. Vous allez voir qu'on a besoin de le faire seulement pour 2 points. Donc, on a, sur le graphique ici, choisi de le calculer pour le point A et le point D. Comment je le sais? Bien, voyez le point A, là, on a tracé une droite tangente en pointillé, qui est ici. Puis pour le point D, on a aussi tracé une droite tangente en pointillé qui touche au point D. On aurait pu le faire aussi pour le point C et le point D. Mais malheureusement, ça ne servira à rien. Puis tantôt, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous révéler la réponse. OK? Donc, commençons par mon point A. Bon, là, excusez-moi, il faut que j'aille chercher ma résolution. Voilà. OK. Donc, mon point A, je l'ai choisi. J'ai tracé ma droite tangente. Et là, voyez-vous, à l'extrémité de la droite tangente, il y a un petit rond rouge là, ici, puis un petit rond rouge ici. Ça, c'est les 2 points que je vais utiliser pour calculer mon taux de variation. Bon, là, ça fait peut-être longtemps, mais comment on calcule un taux de variation déjà? Je ne sais pas c'est quoi le symbole que vous utilisez pour le taux de variation, mais souvent, on le voit comme étant M. Un taux de variation, on l'utilise en utilisant l'ordonnée du point 2 moins l'ordonnée du point 1 divisé par l'abscisse du point 2 moins l'abscisse du point 1. Okay? Donc ça, appliqué à mon point A, on va le calculer pour le point A. Si on regarde mon point A, vous voyez, j'ai 2 points en rouge ici. Là. Ça, c'est les 2 points que je vais utiliser pour le taux de variation de ma droite tangente. Donc, mon point à droite ici, là, son Y, sa valeur en ordonnée, ça serait 3. Puis sa valeur en abscisse, ça serait ici, donc à peu près 1.8. Tandis que mon point 1, ici, son ordonnée, il est à peu près à 2.1, puis son abscisse, il est à 0. Donc, quand je vais calculer la vitesse instantanée au point A, on va l'écrire comme ça. Dans le fond, il faut que je mette l'ordonnée
de mon point 2, ça on avait dit que c'était 3, moins l'ordonnée du point 1, ça on avait dit que c'était 2.1, divisé par la différence des abscisses. Donc l'abscisse du point 2, on avait dit que c'était 1.8. Et l'abscisse de mon point 1, on avait dit que c'était 0. OK? Là, je l'ai passé vite, mais assurez-vous que vous comprenez de quel point je parle puis comment qu'on fait pour associer les Y2, les Y1, X2, X1. Très important parce que vous aurez à le faire de toute façon dans les exercices. Si c'est pas clair, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo où est-ce que je le réexplique. Là, c'est bien important ça que ce soit clair pour vous. Donc, si on fait ce calcul-là, on obtient 0,5 mètres par seconde. Et voilà, j'ai obtenu comme ça la vitesse instantanée au point A. Je vais faire la même chose au point D. OK? Point D. Vous voyez, le point D il est là. On a tracé la droite tangente en pointillé. Le point 2 de la tangente, c'est celui-là. Il est ici, là. Vous voyez, il est comme collé sur l'axe horizontal. Donc, l'ordonnée du point 2, c'est 0. Son abscisse, c'est à peu près 5.4. Le point 1, qui est ici, lui, son ordonnée, c'est 3. Puis son abscisse, c'est 3.4 à peu près. Et donc, même chose, je dois faire la différence des ordonnées. Donc, en haut, différence des ordonnées, je vais faire 5. Non, pardon. Vous voyez, je me mélange. C'est facile de se mélanger ici. Différence des ordonnées. Ça va être 0 moins 3 divisé par la différence des abscisses. Les abscisses, le point 2, on avait dit que c'était 5.4. Puis l'abscisse du point 1, on avait dit que c'était 3.4. Donc, je fais le calcul ici, ça me donne moins 1.5 mètres par seconde. Okay? Donc là, avec ça, j'ai 2 points, point A, point D, qui me donnent des vitesses instantanées. Fait que là, ce que je pourrais faire, et c'est ça que je vais faire, je vais commencer à tracer le graphique de la vitesse en fonction du temps, parce que je vous rappelle que c'est ça qu'on veut faire, hein? C'est ça qu'on vous demande ici. On dit, à partir du graphique de position, trouvez le graphique de vitesse. OK? Donc là, commencez à vous montrer comment on fait ça. Tracer un graphique ici. Ça va être mon graphique de vitesse en fonction du temps. Voilà. Graphique de vitesse en fonction du temps. C'est des vitesses en mètres par seconde. Mon temps est en secondes. OK? Et là, ce que j'ai trouvé, moi j'ai déjà trouvé 2 valeurs de vitesse à 2 temps différents. OK? Si je reviens ici, mon point A, vous voyez, point A, il est vis-à-vis t égale à 1. Mon point D, il est vis-à-vis t égale à 5. OK? Donc là, j'ai besoin de graduer mon axe de temps. Donc là, c'est toujours pratique d'avoir une règle pour faire ça. On va faire ça, ça. Je vais graduer ça. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Puis on a dit mon point A est vis-à-vis t égale à 1. Mon point D est vis-à-vis t égale à 5. Donc, point A va être vis-à-vis t égale à 1 et D, t égale à 5. OK? Par contre, pour savoir à quel endroit je dessine chacun des points, ben, il faut que je vienne regarder c'est quoi les vitesses que j'ai obtenues ici. Le point A est à 0.5 mètres par seconde à... Oups! Ouais, pourquoi je suis en train d'effacer, là? Excusez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, mon point A, j'ai calculé une vitesse de 0.5 à un temps de 1 seconde. Donc, je vais le dessiner ici à peu près. Ça, c'est mon point A. Vis-à-vis
Voyons. Pourquoi ça ne fonctionne plus? 0.5. Ça, ce serait comme vitesse 1. Vitesse moins 0.5. Vitesse moins 1. Moins 1.5, etc. Donc, je répète, mon point A, j'avais une vitesse de 0.5 à un instant, t égale à 1. Je vais faire la même chose avec mon point D. Mon point D, j'avais une vitesse de moins 1.5 à un instant, t égale à 5. Donc, on est ici, là. OK? Donc, j'ai mes 2 points. Là, ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour trouver les autres points? Parce que là, je pourrais revenir ici, faire la même chose avec B. B, on trace une tangente, on trouve le taux de variation. Même chose avec le point C. Okay? Je ne le ferai pas. On va comprendre quand on va arriver à la section avec les accélérations, mais pour le moment, vous pouvez me croire sur parole qu'ici, les 2 points que j'ai déjà dessinés sont reliés tout simplement par une droite. La raison pour ça, je peux vous la donner, là, c'est tout simplement que l'accélération est constante. Donc, si l'accélération est constante, la vitesse va varier de façon constante, linéaire. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, c'est pas grave, on va le revoir quand on va être dans la section sur l'accélération. Je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus parce que c'est pas important pour le moment. OK? Donc, voici mon graphique de vitesse en fonction du temps. Puis là, si je veux, je peux par après tracer mes points. Mon point B, il était ici, à t égale à 2. Et mon point C, il est à t égale à 3, donc il est ici, en fait. OK? Vous voyez, là, mes 4 points sont là. Puis, je vais vous le montrer sur la diapo. Oh, pardon. Voilà. Voilà mon graphique de vitesse en fonction du temps. OK? Donc, on répète, pour passer du graphique de position au graphique de vitesse, je dois tracer des points, A, B, C, D. Je trace des droites tangentes, puis ensuite, je calcule des taux de variation. Et ensuite, je peux mettre ces points-là sur mon graphique de vitesse en fonction du temps. OK? Poursuivons. Pour ce qui est du signe de la vitesse instantanée, c'est très semblable au signe de la vitesse moyenne. Donc, la règle est présentée ici. Lorsque l'objet se déplace dans le sens de l'axe, sa vitesse est positive. Puis quand un objet se déplace dans le sens contraire de l'axe, ben c'est l'inverse. Hein? Donc, dans ce cas-là, sa vitesse est négative. Voici un petit tableau qui résume les 4 cas possibles qu'on va rencontrer. Okay? Donc, premier cas, ma vitesse est positive. Si ma vitesse est positive, ça veut dire que mon objet va se déplacer dans le même sens que mon axe X qui est ici. Mon instant 0 est ici. Okay, donc, ça veut dire que mon objet se déplace comme ça, vers la droite. Donc ça, c'est comme si on prenait des photos de mon objet à chaque instant. Voyez la grandeur de la flèche ici? Elle augmente. Donc, si la grandeur de la flèche augmente, ça veut dire que mon objet va de plus en plus vite, tout en ayant des vitesses positives. Donc, sur un graphique de vitesse en fonction du temps, ça ressemble à ça. À l'inverse, si ma vitesse est négative, ça veut dire que mon objet va aller en sens contraire de mon axe X, donc essentiellement vers la gauche ici. Puis si vous regardez la grandeur de mes flèches, elle augmente. Mon instant 0 est ici, donc ça veut dire que ma balle commençait ici. Donc ça veut dire que mon objet va de plus en plus vite, tout en ayant une vitesse négative. Donc ça, c'est le graphique vitesse en fonction du temps qu'on voit ici. Ensuite, il y a 2 cas intermédiaires possibles. Ici, je reviens avec une vitesse positive, donc mon objet se déplace vers la droite, mais là, ici, regardez, la grandeur de mes flèches diminue. Ça veut dire que mon objet va de moins en moins vite, mais tout en ayant une vitesse positive. Donc, ça ressemble à ça ici. Une vitesse qui est toujours positive, mais qui diminue en grandeur. Puis finalement, vitesse négative, donc mon objet se déplace vers la gauche, mais regardez, la grandeur des flèches diminue. Donc, ma vitesse est négative et je vais de moins en moins vite. Ça ressemble à ça ici. Je pense que c'est celui-là le plus mélangeant, parce que vous voyez une droite qui monte, mais pourtant l'objet ici est en train de ralentir, parce que sa vitesse se rapproche de 0. OK? Donc, il faut faire abstraction de tous ces trucs-là. Positif ou négatif, ça n'empêche pas que l'objet peut aller de plus en plus vite ou de moins en moins vite, dépendamment du cas. OK? Donc, prenez-les un par un. Assurez-vous de comprendre ce qui se passe dans chacun de ces cas-là ici. Là.
OK, maintenant, est-ce qu'on peut faire l'inverse? Parce que là, je viens de vous montrer comment obtenir le graphique de la vitesse à partir du graphique de la position. C'est ça qu'on a fait. On a pris le graphique de la position pour trouver la vitesse. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut obtenir le graphique de la position à partir du graphique de la vitesse? Bien, la réponse est oui, bien sûr qu'on peut. Il s'agit de faire l'opération inverse. Donc, première étape, quand on a trouvé la vitesse à partir de la position, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, mathématiquement, on a fait la dérivée. On ne fera pas de dérivée, nous, on va s'en tenir à la méthode graphique, c'est-à-dire qu'on a calculé des taux de variation. Pour faire l'inverse, donc de vitesse à position, mathématiquement, on va faire des intégrales. Là, évidemment, on ne fera pas d'intégrales, parce que des intégrales, vous allez le voir dans votre deuxième cours de maths, calcul intégral. Mais nous, on peut faire une méthode équivalente à des intégrales, mais on va le faire graphiquement. Donc, pour le faire graphiquement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bien, on appelle ça l'aire sous la courbe. Okay? Donc, c'est ce qu'on dit ici. Afin d'obtenir le graphique de la position à partir du graphique de la vitesse, il faudra utiliser l'aire sous la courbe. Donc, comment on fait ça? Je vous montre un schéma ici. Mettons qu'on a un graphique de vitesse en fonction du temps. On doit choisir un intervalle de temps qui nous intéresse. Donc, vous voyez l'intervalle de temps choisi, il est ici, delta t. Et il faut additionner les régions d'air qui sont comprises entre la courbe de vitesse. Donc, dans ce cas-ci, c'est une droite, là, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, l'air sous la courbe qui est comprise entre la courbe de vitesse et l'axe horizontal. Donc, vous voyez la zone assurée, là? Ça, c'est l'air sous la courbe. Okay? C'est l'air sous la courbe qu'on veut additionner. Donc, il faudra calculer l'air sous la courbe ici. C'est un petit triangle, donc on est capable de faire l'air de ce triangle-là. Puis on l'additionne à l'air de ce triangle-là. Et donc, quand on aura l'air de ces deux choses-là additionnées ensemble, l'air total va me donner le déplacement. Et à l'aide du déplacement, comme ça, on est capable de retrouver le graphique de la position. Et là, ici aussi, on peut avoir des signes différents. Donc ça, ici, on dit, lorsque la région est au-dessus de l'axe horizontal, l'air est positive. Sinon, quand la région est au-dessous de l'axe horizontal, l'air est négatif. Voici un exemple. Une autre courbe quelconque, vitesse en fonction du temps. Et là, on a séparé les régions sous la courbe en 5 régions. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que la région 1 et 2 est située au-dessus de l'axe horizontal. Donc, l'air est positif. Pour région 1 et 2, l'air est positif. Tandis que pour région 3, 4 et 5, vous voyez que ce sont des aires qui sont en dessous de l'axe horizontal. Donc, ce sont 3 aires qui sont négatives. Okay? Faisons un petit exemple. Évidemment, on va pratiquer ça plus en détail là, quand on va faire notre cours synchrone ensemble parce que section 1.3, là, vous le voyez, là, il y a déjà beaucoup plus de choses que section 1.1, 1.2. Donc, on va le pratiquer, vous inquiétez pas. Mais là, pour le moment, commençons par un exemple. On dit, Albert roule vers l'est dans le sens des X positifs sur l'autoroute 20. À partir de l'indicateur de vitesse de son véhicule, on a construit le graphique vitesse en fonction du temps ci-contre. Donc ça, c'est le graphique de vitesse de la voiture en fonction du temps. Donc on voit Albert, c'est pas compliqué, là, il roule à 100 km/h tout le temps, de façon constante. Pendant 2 heures, il a roulé à 100 km/h. C'est ça que ça dit. Okay? De plus, on sait qu'à 16 heures, donc vis-à-vis ici, 16 heures, il était à la position X égale à 250. Borne 250, hein, on se souvient que ça donne une position, ça. On désire obtenir le graphique de la position en fonction du temps à l'aide de ce graphique-là et de l'information de départ ici, qu'on dit qu'il commençait finalement à la position X égale à 250. Alors, ce qu'on va faire, c'est identifier un delta T qui nous intéresse. Hein? Pour faire un air sous la courbe, vous l'avez vu ici, on commence par choisir un delta T qui nous intéresse. Bon. Ici, on peut y aller avec n'importe lequel parce que de toute façon, Albert roule toujours à vitesse constante. Donc, voici, j'ai identifié un delta T qui m'intéresse. Mon delta T que j'ai choisi ici, ben on voit qu'il a une largeur de 1 carré, hein? Largeur de 1 petit carré rose, et sa hauteur, celle-là, je ne l'ai pas choisie. Sa hauteur correspond à la hauteur du tracé en noir que je vois ici. Là. Okay? Donc, en choisissant mon delta T,
ça fait que l'air sous la courbe que j'ai à calculer à l'intérieur de ce delta T-là et qui est compris entre le tracé et mon axe horizontal, c'est ce qu'on voit en jaune. Okay? En jaune, l'aire du rectangle est égal au déplacement, au delta X qui est ici. Okay? C'est ça que ça donne, l'aire sous la courbe, ça me donne un déplacement. Faites attention, l'aire sous la courbe ne me donne pas une position, il me donne un déplacement. Puis on se souvient que le déplacement, c'est une différence de position. Okay? Bon, donc j'ai choisi mon aire sous la courbe, j'ai choisi la base de mon rectangle ici. Donc c'est un rectangle. Si je veux faire l'aire sous la courbe, l'aire de mon rectangle ici, ben, j'ai simplement besoin de faire la largeur de mon rectangle multipliée par sa hauteur. Okay? Donc c'est ce que je fais ici. Mon déplacement, qui est l'aire sous la courbe, correspond à base fois hauteur. 100, c'est la hauteur. Okay? Vous voyez, la hauteur de mon rectangle, c'est 100 km/h parce que c'est la vitesse à laquelle il va. 100 km/h, c'est la hauteur multipliée par la base. La base, c'est 0,25. Pourquoi 0,25? Ben, la largeur de 1 carré, c'est le quart de 1. Parce que regardez ici, là, entre 16 et 17 heures, il y a 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Donc, la largeur de 1 carré correspond à 1 quart d'heure. 1 quart d'heure, c'est 0,25 heures. Donc, base fois hauteur, c'est 0,25 heures fois 100 km/h. Si je fais cette multiplication-là, ça me donne un déplacement de 25 km. Et là, si je regarde les unités, je pense que je vais prendre le temps d'en parler un peu parce que c'est important. Si on regarde les unités, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la hauteur du rectangle, qui est la vitesse, dans le fond, 100 km/h. Donc là, je vais l'écrire ici. Delta X, on a fait... Je vais mettre les unités, OK? On a fait 100 km/h multiplié par la base du rectangle. On a dit la base du rectangle, c'est 1 quart d'heure. Bien, 1 quart d'heure, c'est 0,25 heures. Fait que quand on fait ça, 100 km/h fois 0,25 heures, regardez les unités, là. On a des heures au dénominateur qui annulent les heures au numérateur. Donc, qu'est-ce qui reste? Il me reste des kilomètres. Donc, 0,25 fois 100, ça donne 25 km. OK? Donc, les unités fonctionnent. C'est pas un hasard. Ben non, on a bâti la physique comme ça, là. OK? Donc, 25 km, c'est mon déplacement. OK? Donc, on sait qu'à chaque quart d'heure, il se déplace de 25 km. Autrement dit, un quart d'heure, c'est à chaque 15 minutes, ça. Donc, à chaque 15 minutes ou à chaque quart d'heure, là, notez-le comme vous voulez, à chaque quart d'heure, la voiture parcourt 25 km. Donc là, à partir de ça, on va pouvoir maintenant tracer le graphique de la position en fonction du temps parce que, je vous rappelle qu'à 16 heures, Albert est à la position X égale à 250. Puis après, je vous dis, à chaque quart d'heure, la voiture parcourt 25 km. Donc, voici le graphique. J'ai fait commencer mon graphique ici à 16 heures vis-à-vis 250 km, parce que c'est sa position initiale, ça. OK, il est à 250 km. Et ensuite, à chaque quart d'heure, la voiture parcourt 25 km. Donc, autrement dit, à chaque fois que je me déplace de 1 carré horizontalement, il faut que je rajoute 25 km à la position. Donc, ici, on était à 250. 1 carré plus loin, je suis rendu à 275 km. 1 carré plus loin, je suis rendu à 300 km. 1 carré plus loin, 325, 350, 375, 400, ainsi de suite. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour créer mon graphique de position en fonction du temps. Et voilà, c'est ce que j'ai fait ici. OK? Je suis désolé pour la longue capsule. Il y avait beaucoup de choses quand même dans la section 1.3. Mais là, on termine ici. Donc, prenez le temps de relire ça à tête reposée. Lisez le livre, regardez le résumé ou bien regardez à nouveau la capsule. La répétition va vraiment vous aider. Et à notre prochain cours synchrone qu'on aura ensemble, on va pratiquer ça parce que, bien sûr, je pense que c'est le gros morceau de notre première semaine de cours. OK? On se laisse là-dessus. Passez une excellente fin de semaine et à très bientôt pour notre cours synchrone.